Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Le drainage autour de la maison, étapes et prix pour évacuer l'eau, c'est exactement ce que je vais décortiquer dans cette vidéo. Parce qu'un terrain trop humide, un sous-sol qui sent le renfermer, des traces d'humidité sur les murs ou des flaques qui reviennent après chaque pluie ne sont jamais des détails à prendre à la légère. Je vais vous montrer comment on passe d'un problème d'eau mal géré à une solution durable, combien cela peut réellement coûter, ce qu'il faut surveiller avant de creuser et surtout quelles erreurs peuvent vous faire dépenser beaucoup d'argent pour un résultat médiocre. Si vous voulez éviter de drainer pour rien, de poser un système inefficace ou de découvrir trop tard que l'eau continue de pousser contre les fondations, il faut rester jusqu'au bout. Parce que ce sujet paraît simple en apparence, mais dans la réalité, ce sont les petits détails techniques qui font toute la différence entre un chantier utile et un chantier raté. Quand on parle de drainage autour d'une maison, on parle d'un dispositif destiné à capter l'eau présente dans le sol au niveau des abords des fondations, puis à l'évacuer vers un point de rejet adapté. L'objectif, ce n'est pas simplement d'assécher la surface du terrain. Le vrai but, c'est de réduire la pression de l'eau contre les murs enterrés et de limiter les infiltrations, les remontées d'humidité, la dégradation des enduits, les moisissures, les salpêtres et, dans certains cas, les désordres structurels liés à un sol qui travaille trop au contact de l'eau. Beaucoup de gens pensent qu'un drain est juste un tuyau dans une tranchée. En réalité, c'est un ensemble cohérent qui repose sur un bon diagnostic. Une bonne profondeur, une bonne pente, un bon filtrage, un bon exutoire et un remblai adapté. Si un seul de ces éléments est mal conçu, le système peut perdre une grande partie de son efficacité. Avant même de parler des étapes, il faut comprendre dans quel cas un drainage périphérique est pertinent. Si l'eau s'infiltre uniquement par la toiture, par des gouttières percées, par une descente qui déverse l'eau au pied du mur, ou à cause d'un terrain de surface mal nivelé qui renvoie toute l'eau de pluie vers la façade, le problème n'est pas forcément un manque de drainage profond. Dans beaucoup de maisons, la première cause d'humidité est tout simplement une mauvaise gestion des eaux pluviales en surface. Cela veut dire qu'avant de creuser tout autour de la maison, je vérifie toujours l'état des gouttières, des descentes, des regards, des canalisations d'évacuation, la pente du terrain autour du bâti, la présence ou non de revêtements étanches qui bloquent l'infiltration naturelle et la façon dont l'eau circule pendant et après une forte pluie. Si l'eau de toiture tombe au pied des fondations, le meilleur drain du monde ne compensera pas complètement une erreur aussi basique. Les signes qui doivent alerter sont assez clairs. On peut voir des taches humides en bas des murs, des enduits qui cloquent, une peinture qui s'écaille dans un sous-sol, une odeur de moisie persistante, des efflorescences blanches, des flaques durables le long des façades, des joints qui se dégradent ou un terrain qui reste détrempé pendant des jours. Il faut aussi faire la différence entre infiltration latérale, remontée capillaire et condensation. Une remontée capillaire ne se traite pas de la même manière qu'une arrivée d'eau latérale contre un mur enterré. La condensation, elle, peut être aggravée par l'humidité ambiante, mais elle vient souvent d'un manque de ventilation. Le drainage périphérique est surtout utile quand l'eau du sol exerce une pression autour des parties enterrées ou semi-enterrées du bâtiment, ou quand le terrain garde trop l'eau au voisinage immédiat des fondations. La première vraie étape, c'est donc le diagnostic. J'observe la configuration de la maison, la nature du sol si elle est connue, la profondeur des fondations si elle peut être déterminée, la présence d'un vide sanitaire ou d'un sous-sol, l'accessibilité autour de la maison, la hauteur enterrée des murs, la pente naturelle du terrain et la possibilité de rejeter l'eau plus loin. Un sol argileux, par exemple, se comporte très différemment d'un sol sableux. L'argile retient fortement l'eau et draine mal, ce qui augmente les risques de stagnation et de poussée latérale sur les ouvrages enterrés. Un sol plus perméable laisse mieux circuler l'eau, mais cela ne supprime pas forcément le besoin de drainage si le mur enterré n'est pas correctement protégé. J'analyse aussi s'il existe déjà un ancien drain, parfois totalement colmaté, cassé ou mal raccordé. Une question essentielle se pose ensuite. Où va partir l'eau collectée? C'est l'un des points les plus négligés.
alors que c'est absolument central. Un drainage sans exutoire efficace, c'est un système qui ne peut pas remplir sa fonction. L'eau captée doit être conduite vers un point d'évacuation autorisé et techniquement viable. Selon les cas, il peut s'agir d'un réseau pluvial, d'un fossé, d'un puits d'infiltration dimensionné correctement, d'un bassin de rétention ou parfois d'un puisard, même si cette solution n'est pas toujours suffisante ni adaptée partout. Dans certains terrains, surtout si le sol infiltre mal, un simple puits perdu peut se saturer rapidement. S'il n'y a pas de pente naturelle suffisante, il faut parfois envisager un poste de relevage, ce qui augmente fortement le budget et la maintenance future. C'est pour cela qu'avant de creuser, je raisonne toujours le chemin complet de l'eau, du point de captage jusqu'au point de rejet. Une fois ce diagnostic posé, je peux parler des étapes du chantier. Le principe général consiste à décaisser tout autour des murs concernés afin d'atteindre la base, ou en tout cas le niveau pertinent des fondations, sans jamais déstabiliser l'ouvrage. C'est un chantier délicat, car on ne creuse pas n'importe comment autour d'une maison existante. Selon la profondeur et la nature du terrain, il peut être nécessaire de procéder avec prudence, par zone, et de respecter des règles de sécurité strictes. Plus les murs sont enterrés, plus l'intervention demande de l'expérience. L'accessibilité du terrain joue énormément sur le coût. Une mini-pelle qui peut circuler facilement réduit le temps de travail. À l'inverse, un passage étroit, une terrasse à déposer, des réseaux à contourner ou une maison mitoyenne compliquent tout. Quand la tranchée est ouverte, j'inspecte l'état réel du mur enterré. C'est souvent à ce moment-là qu'on découvre l'ampleur du problème. On peut trouver un ancien enduit dégradé, des fissures, des joints lessivés, une membrane inexistante ou détruite, voire des zones où l'eau a clairement laissé des traces de passage. C'est pour cela qu'un drainage efficace est souvent associé à une reprise d'étanchéité ou au moins à une protection du mur enterré. Beaucoup de personnes imaginent qu'il suffit de poser un drain et de reboucher. En réalité, si le mur reste exposé sans protection adaptée, l'eau peut toujours entrer localement. Le drainage réduit la pression d'eau, mais il ne remplace pas automatiquement une étanchéité défaillante. Selon le cas, on peut appliquer un revêtement bitumineux, une résine adaptée, un enduit spécifique, puis ajouter une membrane alvéolaire de protection qui permet de protéger le traitement et de créer une lame de désolidarisation contre le remblai. Le drain lui-même est généralement un tuyau perforé, souvent en PVC ou en matériaux annelés, posé au niveau le plus bas utile, avec une pente régulière qui permet à l'eau de s'écouler. Ce tuyau ne doit pas être posé n'importe où. En règle générale, il se situe au pied de la fondation ou légèrement à côté, dans une tranchée préparée avec des matériaux drainants. Il ne doit pas être plus bas que ce qui est admissible pour la stabilité de l'ouvrage. Le respect de la pente est fondamental. Si la pente est insuffisante, l'eau stagne. Si elle est incohérente, certaines zones peuvent se remplir de dépôts. On cherche une pente douce mais réelle, continue, sans contrepente. Cette notion paraît simple, mais sur un chantier réel, avec des niveaux irréguliers, des coins de maison et des obstacles, c'est là que se jouent beaucoup d'échecs. Autour du tuyau, on place généralement un lit de gravier ou de cailloux drainant de granulométrie adaptée. Ce matériau crée une zone de circulation de l'eau vers le drain. Mais là encore, il y a une condition indispensable, empêcher les fines du sol de migrer et de colmater progressivement le système. C'est le rôle du géotextile. On enveloppe ou on sépare correctement les couches de manière à laisser passer l'eau tout en retenant les particules de terre. Sans ce filtrage, un drain peut fonctionner au début puis perdre en efficacité au fil du temps. Le colmatage est l'un des problèmes les plus fréquents dans les installations faites trop vite ou avec des matériaux mal choisis. Il faut aussi comprendre qu'un drainage périphérique ne sert pas à collecter l'eau des gouttières dans le même tuyau, sauf conception spécifique parfaitement maîtrisée. Mélanger les fonctions peut surcharger le réseau lors des fortes pluies et nuire à son efficacité. Les eaux pluviales de toiture doivent en principe suivre leur propre circuit d'évacuation. Le drain de fondation, lui, a vocation à gérer l'eau présente dans le sol autour du bâti. Cette distinction est importante parce qu'un système qui reçoit trop d'eau d'un coup risque de saturer, surtout si l'exutoire est limité. Le remblaiement est une autre étape décisive.
On ne rebouche pas avec n'importe quoi. Le remblai proche du mur doit rester cohérent avec la logique de drainage. Utiliser une terre très argileuse et compacte juste contre le mur est souvent une mauvaise idée parce qu'elle retient l'eau et réduit l'effet recherché. On privilégie des matériaux plus drainants à proximité immédiate du système, puis on reconstitue les couches de façon adaptée. Si une membrane de protection a été mise sur le mur, il faut veiller à ne pas la percer ou l'écraser. Le compactage doit être maîtrisé pour éviter des tassements futurs sans détériorer les ouvrages. À ce stade, beaucoup se demandent combien coûte un drainage autour d'une maison. La réponse dépend énormément du contexte, et c'est pour cela qu'il faut se méfier des prix au mètre linéaire annoncés sans nuance. En pratique, le tarif peut varier selon la profondeur de fouille, l'accessibilité, la longueur à traiter, la nature du sol, la nécessité de déposer des aménagements extérieurs, la présence d'un sous-sol, le besoin d'étanchéité murale complémentaire, le type d'exutoire et l'évacuation des déblais. Pour donner un ordre d'idée réaliste, un drainage simple en périphérie accessible, sans complications majeures, peut démarrer autour de quelques centaines d'euros par mètre linéaire lorsqu'il est réalisé par une entreprise avec terrassement, fourniture et pose. Mais dès qu'on ajoute une reprise sérieuse de l'étanchéité, des protections murales, une profondeur importante, des reprises ponctuelles de maçonnerie ou un système de relevage, la facture grimpe très vite. Sur une maison individuelle, on voit fréquemment des budgets globaux qui commencent autour de 5 000 à 8 000 euros pour des cas limités et accessibles, mais il n'est pas rare d'atteindre 12 000, 15 000, 20 000 euros ou davantage pour un traitement complet sur plusieurs façades, notamment lorsqu'il y a un sous-sol enterré, une grande profondeur ou des contraintes d'accès. Si la maison est entourée de terrasses, d'allées, de plantations à préserver, de murets ou d'annexes, le coût peut encore augmenter à cause des déposes, des reprises et du temps de chantier. C'est pour cela que je conseille toujours de raisonner en coût global de solution, pas seulement en prix du tuyau ou du gravier. Le drain en lui-même ne représente qu'une partie du budget. Ce qui coûte, c'est l'ensemble du chantier, la main-d'œuvre, le terrassement, la gestion des terres, les matériaux annexes, les protections et parfois la remise en état des abords. Il existe aussi une différence importante entre un drainage préventif sur une construction neuve et un drainage curatif sur une maison existante. En neuf, tout est plus simple, parce que les fondations sont accessibles, les niveaux sont maîtrisés, l'étanchéité se traite au bon moment et le remblai peut être pensé dès le départ. Le surcoût d'un drainage bien conçu est alors relativement raisonnable comparé à un chantier de reprise après coup. En rénovation, au contraire, on doit composer avec l'existant, creuser près d'ouvrages finis, parfois intervenir sans abîmer une cour, une clôture ou des réseaux enterrés mal repérés. Le prix d'une solution curative est donc souvent nettement plus élevé. Il faut aussi parler des erreurs les plus fréquentes, parce qu'elles expliquent beaucoup d'échecs. La première, c'est de drainer sans diagnostic, et donc de traiter le mauvais problème. La deuxième, c'est de poser le drain trop haut, ce qui l'empêche de capter correctement l'eau au niveau critique. La troisième, c'est l'absence de pente ou une pente irrégulière. La quatrième, c'est l'absence de géotextile ou l'emploi d'un remblai qui colmate le système. La cinquième, c'est un exutoire mal pensé, inexistant ou insuffisant. La sixième, c'est d'oublier la protection du mur enterré et de croire que le drain suffira à tout régler. La septième, c'est de raccorder les os de toiture au hasard et de surcharger le dispositif. Enfin, il y a l'erreur de croire qu'on peut creuser profondément tout autour de n'importe quelle maison sans précaution, alors qu'on touche à la stabilité des terres contre les fondations. Je veux aussi insister sur un point souvent mal compris. Un drainage n'assèche pas magiquement une maison si le niveau intérieur est plus bas que les possibilités d'évacuation naturelle et si l'eau reste piégée sans solution de sortie. Dans certaines configurations, surtout sur terrain plat ou cuvette, il faut associer plusieurs réponses. Cela peut passer par une réorganisation complète des eaux pluviales, une reprise des pentes de surface, un drainage périphérique, un cuvelage intérieur sur certaines zones, une ventilation renforcée ou même un relevage mécanique. Le bon traitement n'est pas toujours unique. Il repose sur une logique d'ensemble. Si vous vous demandez si ce chantier peut être fait soi-même, la réponse dépend du niveau de difficulté.
Sur le papier, beaucoup de tutoriels donnent l'impression qu'il suffit d'ouvrir une tranchée, poser un tuyau perforé dans du gravier et reboucher. Dans la réalité, dès qu'on travaille à proximité des fondations d'une maison existante, les risques et les responsabilités augmentent. Il faut savoir lire les niveaux, gérer les pentes, comprendre le comportement du sol, protéger le mur, éviter de déchausser les fondations, repérer les réseaux enterrés, choisir les bons matériaux et surtout prévoir une évacuation fiable. Pour une petite zone de terrain humide loin de l'ouvrage, un particulier bien équipé peut parfois intervenir. Mais pour un drainage de fondation complet, surtout autour d'un sous-sol, je considère qu'il vaut mieux passer par des professionnels compétents ou au minimum faire valider la conception. Quand je compare plusieurs devis, je ne regarde jamais seulement le montant final. Je vérifie précisément ce qui est inclus. Est-ce que le terrassement est complet et jusqu'à quelle profondeur? Est-ce que l'évacuation des déblais est comprise? Quel type de drain est prévu? Quelle granulométrie de matériaux drainants? Y a-t-il un géotextile, une membrane de protection murale, une reprise d'étanchéité, des regards de visite pour l'entretien et le contrôle? Comment est traitée la sortie des eaux? Qui se charge de la remise en état des abords? Sans ces précisions, deux devis peuvent sembler proches, alors qu'en réalité, l'un prévoit un vrai système durable et l'autre une version simplifiée qui risque de décevoir. L'entretien, justement, est un point à ne pas négliger. Un drainage bien conçu demande peu d'entretien, mais il n'est pas totalement autonome pour l'éternité. Des regards de visite bien placés permettent de contrôler le bon écoulement et, si besoin, d'intervenir en nettoyage. Il faut aussi surveiller que l'exutoire reste libre, que les canalisations pluviales ne fuient pas vers la zone drainée et que des travaux ultérieurs sur le terrain ne viennent pas perturber le fonctionnement du système. J'ai déjà vu des drains efficaces devenir partiellement inutiles après la création d'une terrasse, d'un massif ou d'un muret qui modifiait les circulations d'eau de surface. Un autre aspect important concerne la réglementation locale et les règles d'évacuation. On ne peut pas toujours rejeter l'eau où l'on veut. Selon la commune, le réseau, la nature du terrain et les prescriptions d'urbanisme ou d'assainissement, certaines solutions peuvent être interdites ou encadrées. Avant de lancer le chantier, il faut donc vérifier les possibilités de rejet et les obligations éventuelles. C'est d'autant plus important si l'on envisage un raccordement à un réseau public ou un ouvrage d'infiltration spécifique. Il est aussi utile de savoir ce qu'un drainage ne fera pas. Il ne réparera pas une fissure structurelle active. Il ne corrigera pas à lui seul des remontées capillaires venant de l'absence de coupure de capillarité. Il ne résoudra pas une condensation intérieure liée à un air mal ventilé. Il ne compensera pas une descente de gouttière qui déverse des centaines de litres juste à côté du mur. Et il ne remplacera pas une vraie réflexion sur l'environnement de la maison. Souvent, la meilleure solution est celle qui combine plusieurs corrections cohérentes plutôt qu'un unique gros chantier supposé tout régler. Dans les cas les plus complexes, notamment pour des sous-sols très humides, des maisons anciennes enterrées sur plusieurs côtés ou des terrains fortement argileux avec arrivée d'eau régulière, il peut être judicieux de compléter le drainage extérieur par une gestion intérieure de sécurité. Cela peut vouloir dire un caniveau intérieur, une pompe de relevage ou un système de collecte ponctuel en cas d'épisode exceptionnel. Ce n'est pas l'idéal de base, mais sur certaines maisons, la robustesse vient justement de la combinaison de solutions extérieures et intérieures. L'objectif n'est pas de faire le plus gros chantier possible, mais de concevoir le système le plus logique pour le site. Si je devais résumer la logique d'un bon drainage autour d'une maison, je dirais qu'il faut d'abord comprendre l'origine exacte de l'eau, puis vérifier les possibilités d'évacuation, ensuite ouvrir et protéger correctement la zone enterrée, poser un drain à la bonne profondeur avec la bonne pente, l'entourer de matériaux drainants filtrés, protéger le mur, remblayer intelligemment et contrôler le chemin de l'eau jusqu'à son exutoire. Tout cela a un prix, parfois élevé, mais ce prix devient souvent raisonnable quand on le compare au coût d'un sous-sol dégradé, d'enduits à refaire sans arrêt, de moisissures persistantes ou de travaux intérieurs répétés qui ne traitent jamais la cause. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un drainage réussi n'est pas un gadget et n'est pas non plus une solution universelle à appliquer machinalement. C'est un vrai dispositif technique qui doit être adapté à la maison, au terrain et au comportement de l'eau.
Si vous voyez apparaître de l'humidité en bas des murs, si votre terrain reste saturé après la pluie, si votre sous-sol se dégrade ou si vous envisagez un achat immobilier avec ce type de symptômes, le bon réflexe n'est pas de chercher la solution la moins chère à tout prix, mais de chercher la bonne cause et la bonne conception. C'est cette approche qui permet ensuite d'investir au bon endroit, d'éviter les travaux inutiles et d'obtenir un résultat durable. Et si vous devez lancer ce chantier, gardez bien en tête que la réussite se joue autant dans l'étude et le détail d'exécution que dans le terrassement lui-même, parce qu'en matière de drainage, ce sont rarement les gros moyens qui sauvent un projet, ce sont surtout les bons choix techniques au bon moment.